Ce que va nous proposer Jacques Séguéla, ce livre, Le diable s'habille en GAFA, c'est une hymne à la créativité, à la diversité. Nous en reparlerons. Je remercie pour cette soirée l'agence Jour J, qui est, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont, voilà, parce que donc c'est grâce à cette agence que Jacques Séguéla est là ce soir. Et d'ailleurs, c'était un coup d'audace. Et il a accepté l'invitation, donc merci beaucoup. La librairie Artaud, qui va organiser une séance de dédicace à la fin de cette soirée. Donc, je ne sais pas comment on va procéder, parce que s'il faut qu'il y ait 900 dédicaces, je crois qu'on n'est pas rendu là, mais ça va être un peu compliqué. Je ne sais pas comment on va faire, mais bon, on verra bien. Et puis, l'Université Grenoble et la direction de la communication, qui est à l'origine donc de cet événement. Et je tiens en particulier à inviter et à remercier donc, Jacques Séguéla. Waouh! Mais quelle salle! Waouh, 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 waouh! On va s'amuser. Je vous propose de vous installer le temps que je puisse vous présenter. Installez-vous confortablement. Donc, encore une fois, vraiment merci beaucoup pour votre présence ce soir. Mais merci à vous de m'inviter. J'ai rapidement souligné que Patrick Lévy, le président de l'université Grenoble-Alpes, va bientôt arriver. Il doit être dans les embouteillages. Donc, je vous accueille au nom de l'université Grenoble-Alpes et au nom de la présidence et de l'équipe présidentielle. Donc, dans la salle, nous avons beaucoup d'étudiantes, j'insiste, parce que la communication est de plus en plus féminine, des étudiantes, des étudiants, des collègues, enseignants-chercheurs, des personnels, du grand public, et je crois aussi beaucoup de collègues, de personnes qui travaillent dans la communication. Et surtout, des femmes. Et surtout des femmes, voilà. On va en reparler toute la soirée. C'est elles qui vont sauver le monde. On peut applaudir. Il n'y a que les femmes qui applaudissent. Donc, Jacques Séguéla, je ne sais pas s'il faut vous présenter, parce que évidemment tout le monde vous connaît. Donc, vous êtes une icône de la communication, une icône de la publicité. Vous êtes un des plus grands publicitaires du XXe siècle et du XXIe siècle. Alors, j'avais envie de dire, vous êtes une sorte, mais je ne suis pas sûre que c'est une bonne idée, une sorte de Johnny Hallyday de la communication. Est-ce que ça vous plaît? Bon, parce que c'est vrai quand même une sorte de star, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez eu un rôle essentiel dans la manière de faire de la communication. Ou peut-être, on en reparlera, vous-même, vous faites une sorte de mea culpa sur la question de la propagande. Donc, vous avez inventé ce métier et vous venez donc ce soir nous présenter votre dernier ouvrage, Le diable s'habille en GAFA. Donc, je vais le montrer. Voilà. On fait comme ça à la télé. Sorti en 2018. Un livre, un coup de gueule, un coup d'émotion, qui en plus est paru aux éditions Coup de gueule, donc ça tombe bien. Et un coup de gueule contre les GAFA, mais en même temps, vous soulignez aussi les GAFA asiatiques, et vous les nommez les plutocrates du numérique ou encore les dictateurs du numérique. Donc vous y allez, on retrouve votre style très tranchant. Vous avez la phrase qui marque. Avant de vous laisser la parole, je voudrais quand même rapidement présenter votre remarquable parcours qui permet aussi de comprendre votre émotion, vos convictions et votre appel à l'engagement vers une publicité responsable, en tout cas qui pose la question de l'éthique et du respect des auditeurs.
Alors, qu'est-ce que je retiendrai pour nous, pour vous, lecteurs? L'importance de cultiver sa créativité, l'importance de cultiver son style, son autonomie psychique, son esprit critique, son audace. Donc ce soir, nous allons voir un certain nombre d'éléments, parce que votre livre est très riche. Tous vos chapitres, en fait, sont sur différents sujets. Donc j'ai retenu un élément important, entre autres pour les étudiants et ceux qui sont inscrits dans des filières en communication, la disparition programmée des agences dans un contexte de guerre de l'attention et de guerre pour la maîtrise des données, la gouvernance des données. Donc quelle a été la publicité dans cette histoire du succès des GAFA? L'importance de l'émotion dans la communication, donc comment se former à l'émotion, et quid justement de l'intelligence artificielle qui peut devenir peut-être, ou en tout cas se pose la question de la créativité des intelligences artificielles. C'est vraiment un appel à l'engagement, un appel à l'engagement des citoyens et également de l'Europe, concernant cette problématique en fait du rapport de pouvoir avec les GAFA. Et puis également un élément qui me semble important par rapport à votre ouvrage, et ça me questionne, vous donnez l'impression que l'avenir de notre société repose dans la main de quelques milliardaires, des personnes physiques et en plus particulier des hommes, je le note. Donc du coup, est-ce que réellement cette conception de l'avenir, si réellement le réel correspond à ce que vous signifiez, quid du coup de la possibilité d'avoir encore une action politique si ce sont quelques milliardaires qui ont un rôle essentiel dans l'avenir de l'humanité. Votre parcours scolaire atteste très tôt une impressionnante capacité à sortir des sentiers battus. Vous deviez être médecin et vous avez eu quand même des modèles exemplaires de réussite. Votre grand-mère, première femme chirurgienne de Montpellier, votre père, premier radiologue de Perpignan, et vous soulignez aussi que c'est votre mère qui vous a convaincu et qui vous a souligné, qui vous a ouvert vers la culture et vous a dit à quel point le quotient émotionnel, avant que ça existe d'ailleurs, cette notion de quotient émotionnel est essentielle. Docteur en pharmacie, c'est surtout les rencontres humaines qui ont marqué votre parcours. Vous avez été très vite reporter pour Paris Match et France Soir. Des belles rencontres. Votre mentor, père spirituel, Pierre Lazareff, vous conseille et c'est lui qui vous dit « lance-toi dans la pub », alors que c'était vraiment le tout début de la communication. J'aime beaucoup cette phrase que vous répétez, qui est importante dans votre histoire. « Mon tour du monde en 2 chevaux a été ma meilleure école ». Et vous fondez en 1970, avec le financier Bernard Roux, une agence de communication, Roux Séguéla, qui deviendra le grand groupe, le groupe RSCG. En 2006, vous revendiquez avoir participé à 1500 campagnes publicitaires et 20 présidentielles. Et EuroSCG est devenu Havas, et vous œuvrez toujours chez Havas. Donc les slogans, alors peut-être que certains, les plus jeunes, ne les connaissent pas, mais nous, en tout cas, ça nous a marqué. La force tranquille, c'est de vous. La campagne de François Mitterrand. Le bonheur, si je veux, c'est encore de vous. Vous êtes la pub. Votre créativité, votre style, votre pugnacité, vous faites donc partie des conseillers en communication qui ont joué un rôle essentiel, non seulement dans différents domaines de la société, mais pour tous ceux, je crois, qui ont eu envie de travailler dans ce métier. Je crois que ce n'est pas un hasard si dans les années 80-90, à la fac, tout le monde voulait bosser dans la communication. Vous avez quand même... Et c'est encore le cas d'ailleurs, il y a énormément d'étudiants qui ont envie de travailler dans ces métiers. Et en plus, vous avez fait la réputation de nombreuses personnalités physiques et morales, Bernard Tapie, Alain Flelou, vous êtes chevalier de la Légion d'honneur. Et enfin, vous avez accepté en 2015 d'inspirer un personnage d'Astérix, Bono Promo Plus. Et donc, vous êtes l'auteur, en plus de 30 ouvrages, dont le dernier sorti en 2018. Donc, vraiment, encore une fois, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Donc, je vais vous laisser maintenant la parole pendant bien une heure et quart, je crois. Et puis ensuite, on aura un temps de discussion, de débat.
et de questions, j'espère nombreuses. Merci, c'est à vous. Vous voulez vous mettre où, à quel endroit? Bon, non, mettez-vous là. Bon, tout a été dit, je peux m'en aller. Hein. Je vais prendre mon train, je ne vois pas ce que je peux rajouter à ce panégyrique. C'était la page de pub. Je suis très heureux d'être avec vous parce que ce n'est pas pour moi une année comme les autres. Je fête mes 60 ans de publicité et mes 85 ans de terrien. Et tout marche. Et tout marche. Et je n'ai qu'un rêve, c'est de devenir le premier publicitaire centenaire en activité. Donc vous allez encore me supporter pendant 15 ans. Et pendant ces 60 ans de pub, j'ai cherché désespérément la définition de mon métier, de votre métier, puisque je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont se destiner au plus beau métier du monde. Et je n'ai trouvé qu'une question. Posée à un annonceur, voilà, ils ont des têtes d'annonceurs, posée à un annonceur, la question suivante, que devient la neige lorsqu'elle fond? Il vous répondra, de l'eau. De l'eau. C'est une réponse d'annonceur, incolore, inodore, sans saveur, une réponse nulle. Pas pour moi, pas pour vous. Lorsque la neige fond, elle devient le printemps. Notre métier n'est rien d'autre que de transformer l'eau en printemps. Si vous prenez une bouteille d'eau, voilà. Elle s'appelle Nestlé, elle s'appelle cristalline. Elle vaut 1 €. Dans l'hypermarché, à côté, vous avez une autre bouteille d'eau. C'est le même plastique, la même étiquette en papier, le même bouchon, la même eau, parce que la pharmacie m'a appris qu'au bout de 3 jours, les propriétés minérales d'une eau s'évaporent, il n'y en a plus. Donc, celle-là vaut 1 €, celle-là vaut 3 €. C'est quoi les 2 € de différence? C'est les milliers de bébés que depuis 20 ans nous mettons dans la bouteille avec tous nos films de pub. C'est que finalement, ce qui n'était que de l'eau devient de l'élixir de jouvence. Et chaque fois que je bois un peu d'Évian, c'est la jeunesse que je bois. C'est ça la publicité. Aussi simple que ça, aussi majestueux que ça, aussi incroyablement passionnant que ça. Alors moi, j'ai dédié ma vie à la créativité française. Je vais essayer de vous résumer ça comme ça, en 1 heure. Mais j'ai compris qu'il y avait 3 types de publicité. Il y a d'abord la publicité anglaise, qui part de la tête pour toucher le cœur. Elle est toujours un peu trop intellectuelle, un peu trop private joke. Puis, il y a la publicité latine, la mienne, la publicité française, qui fait le chemin inverse. Elle part du cœur pour toucher la tête. Elle est toujours un peu trop émotive, un peu trop poétique. Bon. Et puis, il y a la publicité américaine qui part de la tête pour toucher le portefeuille. Celle-là, elle est bullshit. Celle-là, jetez-la aux ordures. Celle-là, refusez de la faire. Elle ne pense qu'au pognon, elle ne pense qu'au dollar. Elle oublie l'affect, elle oublie la poésie. Elle est nulle. Il suffit d'ailleurs que vous alliez en Amérique et que vous allumiez une télévision pour vous en convaincre. C'est absolument déplorable. Eh bien, vous, les jeunes qui êtes là, vous êtes la génération du monde d'après. Il commence ce monde d'après. Il est là. C'est celui des GAFA. Eh bien, vous avez cette chance. Vous allez devoir inventer la pub d'après. Et la pub d'après, c'est la pub qui part du cœur pour toucher le cœur. Ça ne perd plus de temps, c'est direct, c'est affectif, ça va au fond des choses. Et chaque fois, c'est un moment de passion concentré. C'est du Nescafé de passion que vous devez faire. Et j'ai appris tout à l'heure que dans un an, c'est demain matin, vous allez être 60 000 étudiants sur ce campus. Vous allez être un des plus grands campus de France. Vous êtes la ville de la jeunesse. Vous êtes la ville qui doit apprendre l'ensemble des Français ce que doit être la publicité de demain. Battez-vous, défendez-vous. Je serai avec vous. Si vous avez une idée, je prendrai un avion pour venir ou je prendrai un train pour vous aider à vendre cette idée.
rendez compte de cette mission extraordinaire que vous avez. Vous devez inventer la pub du monde d'après. Alors, je me présente avec la pub du monde d'avant. Mon premier film. Là, la difficulté n'a pas été d'avoir l'idée. La difficulté a été de trouver un porte-avions et un sous-marin. Alors, dès qu'on a eu fini le script, j'ai envoyé tout de suite une équipe de production à Los Angeles en disant, voyez si on peut faire ça dans un studio, combien ça coûterait. Et puis, une autre que les Russes étaient en train de vendre à la casse leur vieux matériel militaire. Catastrophe, c'est non en Amérique et c'est niet en Russie. Mais je me dis, il n'y a que tonton qui peut me sauver, il n'y a que François Mitterrand qui peut me sauver. Je venais juste de finir La Force tranquille, sa campagne, je téléphone à sa secrétaire, je dis, j'ai besoin de voir le président, c'est très grave, j'ai un vrai problème, il n'y a que lui qui peut m'arranger ça. 2 minutes après, elle me rappelle, le président vous attend. Je cours à l'Élysée, j'arrive à l'Élysée. C'est le président lui-même d'ailleurs qui m'ouvre la porte de son bureau et qui me dit, alors Séguéla, vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le président, il me faudrait un sous-marin et un porte-avions. Je dis, monsieur Séguéla, vous êtes fou? Vous êtes malade? Qu'est-ce que vous voulez faire avec un sous-marin, un porte-avions? Je dis, monsieur le président, je peux faire de la publicité. Et Mitterrand adorait la publicité. Et moi, j'avais amené des petits dessins. On n'a même pas eu le temps de faire un vrai script, etc. Je fais des petits dessins et je lui raconte le film. Il éclate de rire. Il me dit, mais ça ne peut pas marcher pour votre voiture. Les Français achètent des voitures qui roulent, pas des voitures qui coulent. Mais pour l'armée française, pour la marine française, pour l'aviation française, c'est formidable. Vous aurez votre sous-marin, vous aurez votre porte-avions. C'est tellement formidable quand les présidents, avec les sous-marins et les porte-avions, font la pub et pas la guerre. Bravo, tonton! Quel est le président aujourd'hui qui oserait faire ça? Qui oserait donner à son publicitaire un porte-avions et un sous-marin? Ah oui, on peut l'applaudir, tonton. Alors je commencerai par, avant d'arriver au GAFA, à essayer de vous résumer, et surtout à tous ceux qui vont demain se destiner à ce métier-là, qu'ils soient annonceurs, qu'ils soient dans une agence, qu'ils soient dans la presse, les 3 piliers de la sagesse de ce métier. D'abord, c'est d'imaginer. Moi, je me souviens de mon premier refus publicitaire. On venait de créer l'agence, on était en 68, on venait de créer l'agence avec Bernard. Et je vois une petite annonce dans le stratégie du moment. Annonceur international cherche une agence capable de lui donner une idée pour rendre son produit célèbre dans le monde. Téléphonez à tel numéro, vous aurez 15 minutes. Je téléphone, je prends rendez-vous. J'arrive et je tombe sur un vieux monsieur un peu décati. Enfin, je dis vieux, il avait 60 ans, mais pour moi, ça paraissait déjà une loque. Je lui dis, écoutez, monsieur, grâce à mon film, la publicité allait ouvrir. C'était la première fois qu'on allait pouvoir faire des films à la télévision en France. Mon film va rendre votre produit célèbre dans le monde entier. D'abord, comme vous êtes un produit qui est un produit de beauté, j'ai choisi comme emblème, l'emblème de la France, la Tour Eiffel. Aujourd'hui, elle est à toutes les sauces. À l'époque, personne n'utilisait la Tour Eiffel, les Français ne la visitaient pas, ça semblait un truc horrible. Bon. Donc moi, au contraire, j'aimais la Tour Eiffel. Et le film est très simple. Premier plan, un homme marche vers la Tour Eiffel. Deuxième plan, un autre homme se jette du premier étage de la Tour Eiffel et s'écrase au pied du premier homme. Alors, troisième plan, l'homme regarde pour savoir ce qui se passe. Et il y a une petite chose qui descend comme ça, qui volette et qui se pose sur le cadavre. Quatrième plan, gros plan sur la petite chose. C'est une perruque. Et alors arrive le packshot, le dernier plan, avec le nom du produit, Pétrolane, et le slogan, Pétrolane retarde la chute des cheveux. Le mec... Voilà, le mec m'a dit, jeune homme, on vous écrira. Il ne m'a jamais écrit.
Et aujourd'hui que j'ai plus de cheveux, je sais, ce salaud, porter une perruque. Et donc, la publicité se résume à un mot, l'idée. Les idées sont comme les spermatozoïdes. Il y en a des millions, mais il n'y en a qu'un qui franchit les petites barrières de la vie et qui crée un petit bébé idée. Et mon métier à moi, c'est de créer ce petit bébé idée. Et dès que j'ai créé ce petit bébé idée, je vais trouver l'homme marketing de l'agence. Voilà l'homme marketing de l'agence. Il dit, regarde mon petit bébé, comme il est beau. Hein, et il dit, oh, il n'est pas stratégique. Stratégique, c'est un petit bébé, il vient de naître. Qu'est-ce que tu lui racontes là? Il faut y croire. Bon, change ta copie stratégie et on va aller la vendre ensemble à l'annonceur. Alors il change sa copie stratégie et je vais la vendre à l'annonceur. Bonjour monsieur l'annonceur. Regardez notre petit bébé idée, il est stratégique. Et l'annonceur, mais il est horrible, comment voulez-vous que je vende mon produit avec cette horreur? Et il prononce le pire mot du vocabulaire publicitaire, on va tester. Un peu moins de tests, un peu plus de testicules. C'est du courage qu'il faut. Et s'il y a des annonceurs dans la salle, c'est la seule chose que vous demandez. Ayez le courage. C'est grâce à votre courage que les créatifs sont créatifs. Si vous ne leur donnez pas les moyens d'étonner le monde, comment voulez-vous qu'ils étonnent le monde? La pub est à la consommation ce que l'érotisme est à l'amour. Le plaisir ne suit pas toujours. Et notre job, votre job, c'est le passage à l'acte. Une merveille de film. Le plus beau film qui n'ait jamais été fait par Havas. On l'envoie. Le sport, applaudissez-moi ce film. C'est magique, c'est magique. Alors, un, créer, mais deux, durer. Et c'est ce qui est le plus important. Moi, j'ai aucun génie, je dure. Et quand vous avez du génie, et quand vous durez, les gens disaient le génie, pas du tout, je dure. Ça fait 60 ans que je répète la même chose. Et je suis encore plus heureux de le répéter au bout de 60 ans que la première fois. Donc, en fait, on pense que notre métier, c'est de créer des spots radio, des spots de télévision, des affiches, des vidéos. Pas du tout. Notre métier, c'est de créer des marques. J'ai eu la chance d'en créer 5 ou 6. Je me souviens qu'un jour, un grand patron français qui dirigeait une société suisse qui s'appelait Jacob Sussard m'appelle, et moi j'avais fait des publicités de Jaffa pour lui. Il me dit, écoute, je vais lancer un nouveau café. Mais je te demande un truc, tu n'en parles pas à l'agence, moi j'en parle pas à mes équipes, je te donne 15 jours et des idées. Pense à n'importe quoi et reviens me voir, comme ça, brut de décoffrage. Et il me fait descendre dans les soutes, il me fait goûter 42 cafés. J'avais envie de vomir. Il me dit, le bon, c'est celui-là. Bon, très bien. Il me dit, je te donne carte blanche. Et moi, je suis dans l'avion de retour et je dis, il m'a donné carte blanche pour l'emmerder, je vais l'appeler carte noire. Et je marque carte noire. Puis j'ai mis les cartes noires, c'est un nom de parfum. Et donc, je vais prendre les couleurs du parfum. Donc, je prends et puis les cafés, ils étaient dans des boîtes en carton, dans des bocaux en verre. Il y a rien de plus horrible qu'un bocal en verre comme ça. Donc, je dis, moi, je veux un truc souple. Je veux que quand on prend ce café, c'est comme si on prenait les seins de sa femme. Il faut que ce soit voluptueux. Et puis, les couleurs, le noir et l'or, les couleurs du parfum. Et bien, en 2 ans, avec le slogan portant primate d'un café nommé Désir, il est devenu le premier café européen. Il l'est toujours. Je parle d'il y a 40 ans. Il l'est toujours. Je me souviens qu'un jour, le patron, un des patrons d'Auchan, me donne rendez-vous à 7 h du matin à Lille. Je dis, mais il est fou, 7 h du matin à Lille sur un parking. Il était là, il avait un seau de peinture et un pinceau. Et on était en face de l'Auchan, et il me fait un grand rectangle comme ça, et il me dit, ça sera le futur magasin de sport. J'ai besoin de vous, on va l'inventer ensemble. Et pendant 3 mois, il m'a fait aller 2 fois par mois à 7 h du matin voir son truc, et alors il me disait, par exemple, on va faire des vélos. Où est-ce que je mets les vélos? Je dis, mettez les vélos à la sortie, comme ça, on pourra partir avec le vélo, etc., etc., etc. Et puis, au bout de 3 mois, il m'a dit, bon, maintenant, il faut trouver un nom. Je dis, moi, le nom, je l'ai depuis le premier jour, Décathlon. Et il faut me trouver un slogan. Mais je ne veux pas que ça soit sportif.
Alors, dans ma voiture, en revanche, j'ai dit, bon, il ne veut pas que ce soit sportif, donc c'est la forme, à fond la forme. 40 ans après, c'est toujours le slogan de Decathlon. Il ne faut pas croire que la publicité, c'est compliqué. La publicité, c'est simplement des jaillissements. C'est des petites perles comme ça qu'il faut réussir à greffer. Et puis, c'est surtout d'accompagner les marques jusqu'au bout. J'ai terminé un livre pour le centenaire de Citroën. Vous verrez le film. Ah ben vous allez voir le film là maintenant. Vous allez voir le film. Et ils m'ont demandé d'écrire les 100 ans de la marque, puisqu'elle a été créée il y a exactement 100 ans. Et je me suis rendu compte en l'écrivant que moi, je dirigeais au niveau créatif cette marque depuis 60 ans. Je crois que je suis le seul publicitaire au monde qui a l'incroyable chance, depuis 60 ans, d'être toujours le directeur de création du même budget. Mais ça a été vrai pour Louis Vuitton. Ma première annonce était pour Louis Vuitton il y a près. Mais ça a été vrai de Lacoste, ça a été vrai d'Air France, ça a été vrai de toutes les marques. Autrement dit, finalement, il faut comprendre que ce qui compte, c'est la fidélité. La fidélité que l'on donne à son agence. Vous les jeunes, si vous démarrez, commencez pas tous les 3 mois à changer d'agence. Trouvez la bonne, venez chez Havas, il n'y en a pas d'autre. Et accrochez-vous et vous allez monter avec l'agence. Et vous devez mourir avec l'agence. La réussite de la créativité, c'est la fidélité. D'ailleurs, Alberto Moravia a dit cette phrase admirable, la fidélité, c'est la virilité. Et donc, dans cette fidélité, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que nous, les publicitaires, nous avons le pouvoir d'inventer l'immortalité. Parce que Dieu nous a créés à son image, c'est un très beau cadeau. Il y a juste un petit vice de fabrication, parce qu'il nous a créés mortels, mais lui, il s'est créé immortel. Alors, surtout à mon âge, je trouve qu'il y a un petit accident, ça aurait pu être mieux, quoi. Bon. Eh bien, nous, les publicitaires, nous inventons l'immortalité, parce que Coca-Cola va fêter ses 130 ans, il a 20 ans, il a l'âge de sa pub. Et Citroën fête, comme vous allez le voir, ses 100 ans, et il a toujours 20 ans, parce que sa pub a toujours 20 ans. On en voit le film. Le problème, c'est de toujours essayer de trouver l'idée qui va durer, celle qui ne va pas se démoder, celle qui n'a jamais été faite et qui se refera jamais. Moi, je me souviens que François Mitterrand m'a dit, une des premières fois où je l'ai rencontré à l'Élysée, il m'a dit, Séguéla, vous m'avez fait un très beau cadeau parce que à l'époque, les socialistes n'avaient pas d'argent. Donc, j'avais fait la campagne gratuitement parce que je trouvais que c'était tellement formidable d'offrir ça à la politique et à la publicité. Il m'a dit, je voudrais vous faire un cadeau, mais avec vous, on ne sait jamais. Vous êtes quand même un peu différent. Dites-moi le cadeau qui vous ferait plaisir. Ben, je dis, Monsieur le Président, moi, j'aimerais rencontrer le Dalai Lama. Je vous raconte cette histoire parce que je sais que le Dalai Lama est venu ici, à cette même place-là. Et c'est très curieux, parce que la veille du jour où le Dalai Lama était ici, parce qu'il a fait sa première conférence ici dans cette salle, bon, eh bien, moi j'ai eu la chance d'être invité par François Mitterrand à l'Élysée à dîner avec le Dalai Lama. Et alors j'arrive avec Sophie, ma femme, on est là, on monte au 4e étage, Daniel Mitterrand était là, François Mitterrand, qui était assis, et il y avait une chaise vide. Et puis 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, je dis, c'est pas possible, on ne peut pas faire attendre le président de la République 30 minutes. Arrive le Dalai Lama. Et ne s'excusant même pas, et en disant, je vais vous raconter une histoire. Il regarde le président dans les yeux, et lui, est-ce que vous connaissez cette histoire d'un vieux Tibétain qui, pour la première fois, donne une leçon de philosophie à un jeune disciple, et qui lui dit, écoute-moi bien. Je vais te poser 3 questions, réfléchis bien et donne-moi la réponse. Première question, quel est l'envers du blanc? Le noir, dit le jeune disciple. Non, 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 lui dit le vieux bonze. C'est la bonne réponse, mais je t'ai demandé de réfléchir. Réfléchis. Deuxième question,
Quel est l'envers du jour? Alors là, le jeune moine réfléchit pendant 5 minutes, se concentre, dit, maître, je ne vois qu'une seule réponse. L'envers du jour, c'est la nuit. Très bien, lui dit le vieux homme. Voilà, tu as réfléchi, tu as donné la bonne réponse. Troisième question, quel est l'envers de la vie? Et le jeune disciple se concentre, réfléchit et dit, maître, je ne vois qu'une seule réponse. L'envers de la vie, c'est la mort. Tu n'as rien compris, lui dit le vieux bonze. L'envers de la vie, c'est la naissance. C'est ça la définition de la perpétuité de la publicité. Alors, troisième pilier de la jeunesse, muter. Et on va en arriver au diable s'habille en GAFA. Mais d'abord, il faut bien comprendre, vous, les inventeurs de cette génération et de ce monde de l'après, nous, comme des imbéciles, nous avons vécu pour consommer. Et nous avons surconsommé. Et nous avons consommé comme des imbéciles. Et nous avons consommé tout et n'importe quoi. Et nous avons accablé. Et nous avons matraqué. Ça attire l'arigot. C'est la fin de ce système-là. C'est la fin de cette société. Trop de conso a tué la conso. Nous avons inventé une société d'égoïsme et une société de solitude. Je me souviens de Coluche, quand j'ai fait avec lui la première campagne des Restos du Cœur, qui m'a raconté cette histoire extraordinaire. Je dis, mais pourquoi tu as fait les Restos du Cœur? Il me dit, pourquoi j'ai fait les Restos? Je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire d'un mec qui marche le long d'une rivière. Et dans la rivière, il y a un autre mec qui se noie et qui crie « Help, help, help !» Et le mec qui marche dans la rivière dit « Espèce d'imbécile, au lieu d'apprendre l'anglais, il fallait apprendre à nager. » C'était ça le consommateur du XXe siècle. Il n'y avait qu'une espèce d'égoïsme fou. Or, cette jeunesse, c'est elle qui va réinventer le monde. Et les femmes avant les hommes. Parce que la publicité est avant tout un métier de femme. 80% des consommateurs sont des consommatrices. Donc je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas 80%, on est quand même à 60%, mais il n'y a pas 80% de femmes dans les agences. Donc c'est cette jeunesse-là qui doit évidemment inventer cette société altruiste, cette société collaborative. Aujourd'hui, on consomme pour vivre. On veut finalement consommer moins, mais consommer mieux. Et on veut surtout, et la publicité s'y emploie, à créer un monde meilleur. C'est pour ça que nous passons à cette phase de déconsommation, d'alterconsommation, de consommation collaborative. Il faut passer du secret à la transparence, de la fausseté à l'authenticité, du monologue au dialogue, de la frivolité à la frugalité, du paraître à l'être. Il faut que la publicité soit moins mais mieux, plus juste, plus honnête, plus verte. Vous avez un maire vert, plus verte. Ça doit être ici, plus partageuse, plus indépendante, plus ouverte, plus morale, plus sociale, plus sociétale. La pub est le plus beau métier du monde. C'est le seul métier qui investit à peu près 20% de l'argent qui se dépense en publicité en grande cause. Et d'ailleurs, les films qui sont les plus primés aujourd'hui sont des films de grande cause. Le film que je vais vous présenter est un film qui vient de mon agence australienne. Chaque année, il y a un festival de Cannes de la publicité, qui est un mois après le festival de Cannes du cinéma, qui réunit tous les publicitaires du monde. Et cette année, il y avait 40 000 entrées. Il y avait 40 000 sujets de publicité, qui étaient des spots, qui étaient des affiches, qui étaient des RP, qui étaient tout ce que peut faire la publicité, qui entraient. Et à la fin, Advertising Age, qui est notre grand journal mondial, désigne le Job of the Year, le meilleur job de l'année. Et on a eu cette extraordinaire chance. Et pour moi, c'est la consécration de ma carrière, si on peut appeler ça une carrière, d'être the best job of the year. On envoie le film. Formidable. C'est une petite île à côté de l'Australie qui a connu un très grand succès touristique. Et puis les touristes ont dévasté l'île. Bon, la pollution s'en est emparée. En plus, avec les vents, les plages ont été recouvertes de plastique.
Et le maire de cette petite île a dit, il est allé voir notre agence à Sydney, il a dit, écoutez, il faut que vous nous m'aidiez, parce que moi, mes habitants crèvent de faim. Plus personne ne vient. Et l'agence a eu cette idée en disant, écoutez, on va sonner tous les copains, on va affréter un bateau, on va venir passer 3 jours, on va vous nettoyer l'île, mais ça ne suffit pas. Après, on va vous donner l'idée pour qu'elle reste propre. Et l'idée est formidable. Parce que sur votre tampon, il vous tamponne votre passeport, votre propre passeport. Et là, il y a 5 engagements que vous êtes obligé de suivre, de ne pas polluer, de respecter les habitants, etc. Et vous signez. Il y a des Américains qui ont fait le voyage de l'Amérique pour aller dans l'île. Quand on leur a dit qu'on allait toucher leur passeport, ils ont refusé. Et bien, le maire a dit, je suis désolé, vous rentrez chez vous. Ça, c'est de la publicité. Alors, j'arrive à la deuxième partie, ce monde d'après, qui va être le monde que vous allez inventer. On a parlé du côté social et sociétal, et maintenant on va parler surtout dans votre ville, qui a compris le numérique avant tout le monde et qui a compris l'évolution technologique avant tout le monde. Je vais vous parler du GAFA. Alors, un livre, ça se juge d'abord sur sa première page, parce que si votre première page n'est pas le meilleur du livre, personne ne va à la deuxième page. Et ce n'est pas la peine d'écrire le livre. Donc on essaye, moi j'ai écrit 30 livres, je commence à connaître ça par cœur, on essaye de mettre le meilleur du meilleur dans la première page. Alors je vous lis la première page. J'ai reçu un jour ce mail venu d'une bonne âme en mal de futur. Comme je n'ai pas Facebook, j'essaye de me faire des amis au dehors de Facebook, mais en appliquant les mêmes principes. Tous les jours, je descends dans la rue et j'explique aux passants ce que j'ai mangé, comment je me sens, ce que j'ai fait la veille, ce que je suis en train de faire, ce que je vais faire demain. Je leur donne des photos de ma femme en train de coudre, de mes enfants, de moi en train de laver ma voiture. J'écoute aussi des conversations et je leur dis « j'aime ». Et ça marche. Il y a déjà 4 personnes qui me suivent, 2 policiers, un psychiatre et un psychologue. Alors pourquoi cette charge sur les GAFA? Je crois qu'il faut commencer par dire qu'on ne peut pas être contre le progrès. On ne peut pas être contre la révolution extraordinaire qui est en train de se passer, qui, au niveau de la santé, de l'écologie, de l'économie, va faire des bonds spectaculaires à l'humanité. Mais on peut se dire aussi qu'ils en font trop et qu'il faut se méfier de ce que va être l'arrivée. C'est pour ça que mon livre parle de la partie diable des GAFA, mais il y a évidemment la partie bon Dieu. Il faut savoir que toutes les inventions ont une part de destruction. Le jour où on a inventé la roue, il y a 6000 ans, dans les contreforts de l'Europe centrale, on a inventé les accidents de la route. Mais les États se sont mobilisés pour inventer la prévention routière. Moi, j'ai connu, vous n'étiez pas né, j'ai connu des années où il y avait 70 000 morts en France sur les routes. Le mort des chômeurs, des fumeurs d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est tombé à 4 ou 5 000 parce que les États ont fait leur boulot. Et ben, de même qu'il y a chaque année un sommet climatique, moi je demande qu'il y ait un sommet numérique. Sérieusement, la façon, ça marche là, qu'on envisage sérieusement la façon de réguler les GAFA. Pas du tout de les supprimer, mais d'éviter les dérives. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'assister à la siliconisation du monde. D'abord avec une volonté d'annexion. Les 4 garçons dans le vent, les 4 GAFA, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de rêver d'un État numérique qui deviendrait le plus grand État du monde. Aujourd'hui, l'ensemble des GAFA, c'est le PIB de la France. Dans 15 ans, c'est le PIB de l'Europe. Dans 25 ans, c'est le PIB du monde. 4 garçons dans le vent, américains, à Silicon Valley, vont être maîtres d'un État qui sera le plus riche du monde. Aujourd'hui, Amazon, 1000 milliards de dollars. Apple, 1000 milliards de dollars. Ce sera combien de 1000 milliards de dollars dans 20 ans? Et en plus, ayant en leur possession nos données les plus intimes pendant des années,
capables de nous manipuler, de nous emmener où ils voudront. On est obligé de réguler ça. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a qui ont réussi le hold-up du siècle. Toutes ces données, ils nous les ont volées. On a calculé ce que ça coûtait. Le vol des GAFA, ça représente pour un Français à peu près 2 000 € par an, 50 000 € pour une vie. Puisque ces données, ils les ont pris sans notre accord et sans copyright. Et ils les ont monétisées. Et nous, comme des imbéciles, les publicitaires, qui sommes et complices et victimes, on a été dans cette réaction sans s'en rendre compte. Sans se rendre compte qu'on mettait la main dans une machine à couper du gruyère. C'est complètement fou. Bon, et il y a même pire que ça. C'est que, après le vol, après cette espèce d'annexion, après le vol, il y a le viol. Il y a une poupée Barbie qui existe depuis 6 ou 7 ans, qui a été interdite par l'FBI, mais qui est toujours, avec une autre marque, qui est toujours en vente, qui capte, dès l'âge de 2 ans, les premiers pas, les premiers mots de nos gosses, pour les mettre dans des clouds et les ressortir dans 10 ans et les mener par le bout du nez où ils voudront. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter que nos gosses soient épiés par qui que ce soit au monde. Moi, je suis pour tous les progrès de la science, mais je ne suis pas pour ces progrès qui, finalement, tuent notre vie privée. On se demande même si notre vie privée n'est pas déjà morte. C'est pour ça que le temps du monde fini commence et que vous devez inventer ce monde de demain et savoir le réguler pour qu'il puisse être agréable à vivre et non pas une domination. C'est l'histoire de ce monsieur qui entre dans une pharmacie et qui dit à la pharmacienne, « Madame, je voudrais un préservatif. » La pharmacienne lui dit, « Écoutez, là, moi je suis désolé, je vends les préservatifs en boîte par 10. Je ne peux pas faire autrement. » Là, le monsieur dit, « Écoutez, je sais bien, alors moi je vous propose un marché, je vous paye les 10, mais surtout, vous ne m'en donnez qu'un. » Ah bon, dit la pharmacienne, ravie, alors elle se dépêche d'aller chercher une boîte de Durex, on a la publicité pour le monde, une boîte de Durex, elle en garde 9 pour son amant, elle en donne un au monsieur, elle encaisse le prix des 10, et au moment de refermer son tiroir à caisse, elle me dit, « Monsieur, je suis désolé, je suis obligé de me glisser dans votre vie privée, pourquoi un seul préservatif ?» Et le monsieur lui répond, « Madame, c'est que j'essaye d'arrêter. » Eh bien, nous n'arrêtons jamais. Un beau film de préservatif. Le monde qui vous attend, si vous, les jeunes, vous ne changez pas le monde. Notre agence hollandaise. Waouh, waouh, waouh. Bon, je vous le disais, nous les publicitaires, on est victimes et complices. Il faut bien savoir qu'à force de numériser, nous allons tous devenir des numéros. Donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain du numérique, et il faut accepter, j'en parlerai tout à l'heure, toutes les merveilleuses trouvailles des algorithmes. Mais il faut lutter contre leur omnipotence, contre leur concupiscence, contre leur insolence. Et nous devons être hybrides. Tech, sans affect, n'est que ruine de l'homme. Tech, sans créa, n'est que ruine de la publicité. Tout le monde dit que la data, c'est le nouveau média. Non, le nouveau média, c'est l'idée. Parce qu'une data sans idée, c'est comme un revolver sans cartouche. Vous appuyez sur la détente, rien ne sort. Donc, alors qu'on croit que la technologie est en train de tuer l'idée, c'est le contraire. La technologie ne peut rien sans l'idée. Plus que jamais, elle a besoin d'idées. Et plus que jamais, les créatifs vont être à l'honneur. Et d'ailleurs, nous, on est en train de parcourir le monde pour essayer d'engager tous les talents que l'on peut. On est 20 000 dans le monde. On essaie d'engager tous les talents possibles parce qu'on sait que l'avenir de demain, il est technologique, à condition d'avoir l'idée qui fait marcher la technologie. Et finalement, que serait la technologie, c'est notre facilité. Mais l'affect, c'est notre humanité. Que serait l'humanité s'il n'y avait pas d'affect? L'amour sans passion, c'est une gymnastique un peu bête. C'est l'histoire de cette
jeune institutrice qui est dans son école. Elle a des petits élèves de 8 ans, 10 ans, et elle dit aujourd'hui cours de mathématiques, la soustraction. Et elle va au tableau, elle dessine un arbre, et elle dit dans cet arbre, il y a 10 oiseaux. Passe un chasseur qui tire et qui en tue 3. Combien reste-t-il d'oiseaux? 7, dit une petite jeune fille au premier rang. Bravo, lui dit la maîtresse, bravo. C'est ça, c'est la soustraction. Mais au dernier rang, il y a un petit garçon qui dit, mais madame, vous les prenez pour des imbéciles, les oiseaux. Vous pensez bien quand on leur a tiré dessus, ils sont tirés. Il en reste 0. Et la maîtresse dit, j'aime bien ta façon de penser. Tu vois, tu es romantique, tu penses aux choses, mais il faut que tu comprennes, toi tu es un être de passion, il faut que tu comprennes que la mathématique, c'est la raison, et que tu devras faire avec la raison et avec la passion. Et le petit garçon dit, écoutez, puisque vous aimez bien ma façon de penser, moi, je vais vous poser aussi à mon tour un problème. Dans un jardin public, il y a 3 femmes sur un banc. La première femme mord dans une glace. La deuxième femme lèche une glace. La troisième femme suce une glace. Quelle est la femme mariée? Alors la maîtresse, un peu rougissante, dit je pense que c'est la troisième. Pas du tout, lui dit le petit garçon. C'est celle qui a une alliance. Mais j'aime bien votre façon de penser. Un film d'une autre façon de penser, de notre agence parisienne, BETC. Petite. Waouh, waouh. Et on en arrive au pire des GAFA, les fake news. Bon, les fake news, ça ne date pas d'aujourd'hui. Quintus Cicéron, le frère cadet du grand Cicéron, qui était un des grands hommes politiques de la Rome antique, disait, si vous voulez réussir en politique, il l'a même écrit, il faut que pour chacun de vos adversaires, vous arriviez à instituer une rumeur infamante dans laquelle il y ait à la fois corruption, crime et immoralité. Ça n'a pas changé depuis Rome. Avec une horreur, c'est que à l'époque, le bouche à oreille, bon, ça restait dans un circuit, ça restait dans un certain circuit parisien ou ailleurs. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, cette fange des réseaux sociaux, ce torrent de boue des réseaux sociaux, c'est multiplié par des milliards de gens qui peuvent suivre la fake news. Ça court à une vitesse incroyable. Et après 48 heures, on ne peut même plus revenir à la réalité. Et donc, cette interactivité, elle est un peu ce que l'avion a été à la voiture, ce que l'atome a été à l'électricité. C'est l'infini par rapport à ce qu'était le monde d'hier. Et donc, il faut faire très attention à la manipulation. La publicité, elle a le droit de faire ça, parce qu'elle fait partie de la poésie, elle fait partie de l'art, donc tout lui est permis. Et une de mes premières campagnes était pour Onassis. Onassis, ceux qui ont mon âge le connaissent, c'était le grand milliardaire grec qui avait épousé la Cadasse et qui un jour me téléphone et me dit « Je sais que vous avez des idées, moi je vais lancer une compagnie aérienne qui s'appelle Olympic Airways et qui va relier Paris à Athènes. Il faut que vous me trouviez une idée de RP. Je ne veux pas faire de publicité, j'aime pas ça, mais il faut que tout le monde en parle. Alors si vous avez une idée, rappelez-moi. » Moi, j'avais passé 2 ans à François avec Père Lazareff, donc j'avais mes copains qui étaient là-bas. Je vais les trouver, je dis, écoutez, on a un coup formidable à faire. Et je laisse passer une quinzaine de jours, et puis sort François, où en une du François, sur 8 colonnes, sur la une de François, il y avait « La Tour Eiffel est vendue à la Grèce, elle sera démontée pièce par pièce et transportée par la nouvelle compagnie d'Onassis à Athènes. »
le matin de François, je me précipite à la Tour Eiffel et je découvre 200 personnes qui étaient là, les journalistes avec les caméras, les flics qui commençaient à faire des barrages, etc. Mais je leur dis, mais calmez-vous, c'est le 1er avril. Alors, il a été très content, le milliardaire, et il m'a dit, je vous dis, formidable, tous mes copains m'en ont parlé, c'est formidable. Je vous envoie un cadeau spécial et je mets mon avion à sa disposition pour que vous ayez le cadeau dès ce soir. Je dis, quel va être le cadeau, etc. Bon, et finalement, arrive quelqu'un qui frappe à ma porte. C'était 6 bouteilles de champagne grec. Ça méritait mieux quand même. Bon, et donc, il faut savoir que la campagne de Trump a été volée, même si le procureur n'a pas pu le poursuivre parce qu'il n'y a pas eu de preuve qu'il y ait une accointance, il n'y en a peut-être pas d'ailleurs, entre Poutine et Trump, mais j'ai noté les chiffres. Il y a eu une légion de faussaires qui était établie en Macédoine, financée par la Russie, avec 470 comptes trolls, 400 000 robots qui ont activé 3000 vidéos vues 300 000 fois chacune. C'est-à-dire qu'il y a 170 millions d'Américains, 126 millions d'électeurs américains qui ont reçu des fake news sur l'adversaire de Trump qui était intolérable, insupportable. Agi continue. Ce n'est pas possible que ça n'ait pas agi sur l'élection. Le Brexit est venu de fake news. Le Brexit s'est établi parce qu'il y a une série de fake news qui ont été lancées. On pense aussi que c'est la Russie, ça n'est pas prouvé, qui ont dit si vous continuez à rester en Europe, vous allez être étouffé, vous allez mourir de faim, la City va s'écrouler. On leur a dit tout et n'importe quoi. Et la dernière élection importante, qui est l'élection du Brésil, même chose. On sait qu'il y a eu des dizaines et des dizaines de milliers de fake news qui ont circulé. On ne peut pas continuer comme ça. D'ailleurs, Bill Clinton lui-même a dit « Il ne peut pas y avoir de démocratie s'il n'y a pas vérité ». Donc c'est la démocratie qui est en jeu. Donc on est bien obligé de dire aux GAFA « Stop, nettoyez vos écuries d'audience. Vous ne pouvez pas laisser toutes les fausses nouvelles rester sur vos réseaux sociaux. Ça n'est pas possible. » D'ailleurs, il y a des journalistes qui sont là. Tous les journalistes et tous les médias du monde ont un directeur de rédaction qui est responsable de l'honnêteté des informations. Et si d'ailleurs il y a une fausse information, il est passible de prison. Et bien, pourquoi est-ce que les plus grands médias du monde, qui sont les GAFA, n'ont pas de directeur de rédaction? Ils sont en impunité totale. Ils peuvent laisser circuler n'importe quelle information. Et chaque fois qu'il y a une fake news qui court, ben c'est un peu de la crédibilité du monde de la communication qui est atteinte, que ce soit les journalistes, que ce soit les publicitaires, que ce soit toutes les autres personnes qui travaillent dans la communication. Donc c'est finalement, on finira par vivre dans un monde où on ne croira plus personne. Et si on ne croit plus personne, il n'y a plus de foi possible, il n'y a plus d'enthousiasme possible. Et il faut savoir, George Soros lui-même, le milliardaire, dit « c'est une lourde attaque de la démocratie ». Et bien donc, il faut absolument exiger que les GAFA, et ça va être, on va en parler tout à l'heure, ça va être le rôle des différents gouvernants du monde de faire ce sommet dont je parlais, ce sommet numérique, où il faut que le monde se mette d'accord pour qu'on les oblige à se réguler. Alors, je parlais des fake news en publicité, fake news un peu hasardeuses, vous allez me pardonner ça. Bon, je pense que les femmes vont me pardonner, vont voir plus l'humour que la volonté de les rabaisser. 2 films qui viennent de notre agence d'Europe centrale. Waouh, waouh, waouh!
Et on en arrive à l'intelligence artificielle. Prenons l'intelligence artificielle avec intelligence. Il faut bien savoir que l'ordinateur est un outil extraordinaire, mais c'est le plus bête du monde. Un ordinateur, il peut traduire 10 livres en 10 langues différentes en 1 heure. Mais il ne peut pas lire 3 lignes du livre, quelle que soit la langue. Pour arriver à dire à un ordinateur, le chanteur Elvis Presley est né à Memphis, il faut des mois et des mois d'apprentissage pour qu'il apprenne que chanteur est un métier, que Elvis est un prénom et que Memphis est une ville. Donc avant de lui faire écrire un livre, je peux vous dire qu'il va en sortir des milliers et des milliers de livres. D'ailleurs, McCann Erickson, l'agence américaine de Tokyo, il y a une dizaine d'années, a eu l'idée saugrenue de nommer un directeur de création d'intelligence artificielle. C'est un ordinateur qui crée les campagnes. On attend toujours leur première campagne intelligente. On attend toujours leur premier prix à Cannes. Cette énorme machine n'a rien produit. Pire, il y a une société qui organise les Miss Monde aux États-Unis et qui a eu l'idée aussi saugrenue de dire on va remplacer les jurés par l'intelligence artificielle. Eh bien, résultat, toutes les candidates noires ont été sorties de la liste. Donc, on ne peut pas faire confiance à un outil qui n'a pas l'esprit critique. Autant dans la santé, la biologie, l'éducation, l'écologie, il y a des progrès hallucinants, autant il faut se méfier du reste. Par exemple, il y a une société américaine qui a étudié pendant 10 ans, qui a croisé 100 000 images sur des grains de beauté, sur des petits bobos. Et elle a réussi à mettre au point un algorithme où, sur une simple photo d'un petit bouton que vous avez là, vous savez si c'est un mélanome, si c'est un début de cancer, ou s'il n'y a pas de risque. Quel incroyable progrès! Comment on ne peut pas damer cette intelligence artificielle-là? Mais sans aller aussi loin, il y a une société, une start-up française, qui a appliqué le même algorithme à la rétinopathie de l'œil, c'est-à-dire à cette espèce de terrible maladie de l'œil qui guette 350 millions de terriens, où on peut devenir aveugle en quelques semaines. Et avec les mêmes principes, ils arrivent sur une photo de l'œil à savoir si vous avez une rétinopathie ou pas. C'est vraiment ce que ça apporte à la dermatologie, ce que l'IRM apportait à la radiologie. Et puis, en même temps, les chercheurs de Stanford, avec le même principe d'algorithme, sont arrivés à ce que, sur une simple photo, on peut savoir si le sujet qui est là est homosexuel ou pas. Et moi, je ne veux pas de ce monde-là pour mes enfants. Je ne veux pas d'un GAFA qui puisse être sexiste et raciste. Je ne veux pas que la formidable invention numérique nous conduise à ces choses-là. C'est absolument insupportable. Alors, tout ça vient de ce que l'homme a l'esprit critique, la machine a l'esprit crypté. En intelligence artificielle, la panne, c'est une rupture. En intelligence humaine, la rupture, c'est une idée. C'est le progrès. C'est demain. D'ailleurs, si les singes s'ennuyaient, ils seraient des hommes. C'est Goethe qui a dit ça. Goethe, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et c'est vrai. Qu'est-ce qui nous différencie des singes? C'est que nous, on s'ennuie, mais que c'est nous qu'on rigole, et que c'est nous, et nous parlons. Et donc, on ne peut pas accepter d'être dominé par une technologie qui, justement, ne saura pas s'ennuyer, ne saura pas nous faire rêver. Moi, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, parce que j'étais un horrible élève des classes préparatoires au bac. Je suis dans le Guinness Book des records. J'ai mis 8 fois à passer mes bacs. Je ne pourrais pas dire ça devant les élèves qui sont là. Bon, moi,
Moi, j'étais révolté, je faisais chapeau, je n'allais pas en classe, j'étais un petit voyou, c'était épouvantable. Bon. Et mon père, radiologue à Perpignan, dit à ma mère, écoute, j'ai lu que l'éducation nationale avait des orientateurs pour les élèves en difficulté. Tu devras amener le petit à Paris et qu'il l'examine. Et moi, je pars avec ma mère à Paris, j'avais 16 ans, ma mère était belle comme tout. Je découvrais Paris pour la première fois. On arrive au boulevard Montparnasse, on monte dans un immeuble un peu décati, au 2e étage, sans ascenseur. Je dis, c'est ça l'éducation nationale, il n'y a même pas d'ascenseur. Bon. Je suis devant un mec qui me dit, ben, je vais vous faire passer des tests. Il me montre des papillons, c'est les tests de Rorschach. Alors dites-moi ce que ça évoque. Et moi, qui étais révolté, je lui raconte que des conneries. Mais il ne se rend même pas compte que je dis des conneries. Ma mère se marrait en douce, mais lui, il ne comprenait même pas. Parce que je refusais évidemment de faire le test. Et à la fin, il fait ses notes et il dit à ma mère, écoutez, je suis désolé, je suis obligé de vous le dire, mais ce garçon n'a aucune disposition intellectuelle. Il faut le destiner aux travaux manuels. Et ma mère se lève d'un bond. Elle me prend par la main. Elle me dit, mon fils, le cancre, ce n'est pas toi, c'est lui, je t'amène au théâtre. Et le soir, on va voir. Je me souviens, on a vu Pierre Brasseur dans Kent. Bon, extraordinaire pièce. Et le soir même, elle téléphonait à mon père et lui disait, je reste une semaine de plus à Paris avec Jacques, je vais lui montrer ce que c'est que la culture. Tous les soirs, on a fait 1 ou 2 théâtres. Tous les jours, on a vu tous les musées, toutes les expositions, toutes les galeries de Paris. Et en une semaine, j'ai été vacciné à la création. En une semaine, j'ai compris que j'avais un quotient intellectuel déplorable. Un jour, je l'ai passé, d'ailleurs, je ne sais pas si c'était en dessous même du niveau de la mer, bon. Mais qu'il existait, ça a été inventé il y a à peine une quarantaine d'années. J'ai écrit 2 livres d'ailleurs là-dessus. Le quotient émotionnel qui révèle la 2e intelligence, car nous avons tous 2 intelligences. Et le rêve, évidemment, est d'arriver à, une fois de plus, être en osmose entre les 2 intelligences et d'être des états hybrides, à la fois cette intelligence intellectuelle et cette intelligence affective. Et évidemment, les créatifs, les poètes, les artistes, mais sont ceux qui passent les bornes de cette intelligence et qui font exploser cette intelligence émotionnelle. Le film que je vais vous présenter est un film qui m'a fait pleurer. C'est la première fois que je pleurais devant un film de publicité. Lorsque les créatifs, nos jeunes agences qu'on vient de créer il y a 4-5 ans, qui sont très créatifs, ils sont venus montrer le projet, ils ont dit voilà, on a un client Monoprix, mais il n'a pas beaucoup d'argent, et voilà le script que l'on voudrait faire. Et déjà, quand ils m'ont raconté le script, j'avais un pincement au cœur. Je dis écoutez, les enfants, ce film est formidable. Moi, je vais vous donner l'argent que vous ne donne pas Monoprix. Il faut faire le film. Il faut faire un grand film. C'est une grande idée. Il ne faut pas se dégonfler. Il faut faire un grand film. Regardez le film. Waouh, 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 waouh. Waouh. Qui a pleuré? Qui a pleuré? Celle qui a pleuré lève la main. Je l'épouse. C'est un mec, mais je l'épouse quand même. Il faut pleurer dans des films comme ça. On ne pleure pas assez dans ce pays. On râle et on ne pleure pas. Alors que faire? J'en finis par 3 minutes de sérieux. Il n'y a que les grands patrons du monde, que les grands présidents qui peuvent régler ce problème. Il y a une très bonne nouvelle qui est sortie il y a une semaine, c'est qu'une des candidates contre Donald Trump, une candidate démocrate, elle, sa première, dans son projet, son premier acte, c'est de s'attaquer aux GAFA pour qu'ils nettoient les écuries d'Augias, avec une surveillance obligatoire des plateformes. On en parlait tout à l'heure. La loi antitrust, je vous en ai parlé aussi, je crois, je ne sais plus si c'est là ou dans la conférence de presse. La loi antitrust, c'est cette loi qui, en 1850, a obligé Rockefeller, qui était sur les 2 fortunes de l'époque, c'est-à-dire l'or noir, qui était le pétrole, et puis le véritable or, qui était le dollar,
et qui avait amassé une fortune considérable que personne ne pouvait rattraper, il a été obligé de séparer, de couper sa fortune en 4, de garder un quart et de distribuer le reste, enfin de vendre le reste, et ça a été le grand développement de l'Amérique et de l'Europe qui a suivi l'Amérique. Donc il faut rétablir cette loi antitrust. La Chine, elle commence sa guerre contre les GAFA. Elle a son propre GAFA qui s'appelle le BAT, Baidu, Alibaba et Tencent. Et déjà, Alibaba est en train de dépasser Amazon, c'est-à-dire que le monde va être pris en étau entre les deux monstres, etc., de la distribution. Je ne sais plus ce qui restera de la distribution demain qu'entre les deux monstres, puisque Alibaba est en train de dépasser Amazon. Quand on voit les dégâts d'Amazon, c'est épouvantable. La France, en France, il est interdit dans un marché, c'est l'autorité de la concurrence, il est interdit d'avoir plus de 30% d'un marché. Ben, les GAFA, ils ont 80% du marché de la publicité en ligne. Pourquoi on ne les interdit pas? Alors c'est en train de se faire. Moi, j'avais envoyé mon livre à Emmanuel Macron avec une petite dédicace. Il m'a renvoyé tout de suite un mot en me disant « J'ai lu ton livre, j'ai le même combat que toi, il ne faut pas lâcher, on va s'y attaquer. » Et il a déjà commencé à créer certaines lois pour réduire l'intensité des GAFA. Et puis, le drame, c'est l'Europe. Alors, l'Europe a commencé, puisqu'elle demande 8 milliards de dollars à Google. Une amende de 8 milliards de dollars en 2 ans. Ce n'est pas une petite chose. Il frappe là où ça fait mal. Alors, bon, ça va encore se discuter devant les tribunaux, etc. Mais ça veut dire qu'il y a une prise de conscience de l'Europe face aux GAFA, qui en plus ont une réglementation, qui est le RGPD, qui est adaptée par les 27 pays de l'Europe. Et puis, la Corée elle-même est en train de bâtir ses propres GAFA. Qu'attend l'Europe ? Mais qu'est-ce qu'on attend de cette foutue Europe? Non, de non, de non, de non. Pourquoi on n'a pas des GAFA alors qu'on a tout inventé? On a tout inventé de la communication et c'est la France qui a tout inventé de la communication. D'abord, on a inventé la publicité. Qui a inventé la publicité? Charles Havas. Pour ça que moi j'ai débaptisé ma société qui s'appelait RSCG en Havas. Il y a même 182 ans que Charles Havas a inventé d'abord l'agence de presse, l'AFP. Et puis Reuters, qui existe encore aujourd'hui. Puis la première agence média, la première régie de presse, qui s'appelait l'agence Havas, qui existe toujours. Et après, la première agence de publicité. Après, les Français ont inventé la photo, les frères Niepce. Ce serait quoi les GAFA sans les photos? Ensuite, on a inventé le cinéma, les frères Lumière. Le premier spot a été fait par les frères Lumière 2 ans après avoir fait leur premier film. On a inventé la carte à puce. Que seraient les GAFA s'il n'y avait pas de carte à puce? On a inventé la télévision en couleur. Le professeur Chrétien, nous les petits Français. Mais qu'est-ce qu'on fout, nom de nom? Pourquoi on ne continue pas? Pourquoi on s'est arrêté? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Pourquoi on ne sait que courir en gilet jaune? Mais non, ce n'est pas possible, les enfants. Réinventons le monde. Au lieu de nous chicaner week-end après week-end. Ce n'est pas possible. Et vous, les jeunes qui êtes là, dans cette ville qui est la ville de la jeunesse, inventez-moi le monde de demain. Bougez pour que les choses avancent. Créons notre GAFA européen. On ne peut pas rester comme ça à la merci de tout le monde. Il faut y croire. Je me souviens de Prévert. J'ai fait ma première campagne avec lui. Je me souviens de Prévert qui m'a dit « Il y a ceux qui croient croire et ceux qui croient. » Bien, ne soyons pas un peuple de corbeaux. Soyons un peuple d'aigles, comme Napoléon. Soyons un peuple de colombes, comme Picasso, même s'il n'était pas français, il a vécu en France. Donc, c'est ça que cette jeunesse doit comprendre et doit faire. Et consommons français, fabriquons français, aimons la France, arrêtons de voir l'herbe toujours plus verte ailleurs. La France a son moteur de recherche, qui s'appelle Quant, qui a été inventé par un de mes copains il y a 5 ans, qui s'appelle 11 ans, 6 ans. Qui est un moteur de recherche beaucoup plus malin que Google, parce que comme il s'est fait après Google,
il a vu les défauts de Google, et qui surtout est ouvert vers l'extérieur. Il est centrifuge, alors que Google est centripète. Tout est ramassé sur l'intérieur, on n'a pas la possibilité de s'échapper, on est pris dans les griffes de Google. Eh bien, moi, j'exige à l'agence qu'on utilise Quant, et d'ailleurs, Emmanuel Macron a demandé aux administrations françaises d'utiliser aussi Quant. Vive le Made in France, comme le dit ce film. J'en arrive au pire, mais je vais aller vite, c'est tellement dramatique. Stephen Hawking, qui nous a quittés il y a quelques mois, a dit on entre dans la troisième révolution technologique de la guerre. La première technologie a été la poudre. On voit le nombre de millions de morts que ça a produit. La deuxième technologie a été l'arme nucléaire. On voit le nombre de centaines de milliers de morts que ça a produit. Et la troisième, c'est l'arme numérique. Car les Américains sont en train d'inventer les robots tueurs. D'ailleurs, le premier robot tueur existe, c'est le drone qui a tué le lieutenant de Ben Laden. On ne peut que le féliciter. Mais si la guerre, ça ne devient que ça, c'est absolument une catastrophe. Parce que l'US Army est en train d'inventer les robots tueurs. Ce sont des grands robots comme ça, qui font 2 mètres de haut. Ils fonctionnent aussi bien et en même temps dans les airs, sur terre, dans la mer. On peut en mettre des centaines, des milliers. Bon. Et ils tirent à 360 degrés et ils détruisent tout sur 3 km à 360 degrés. Et il n'y a pas d'homme. Donc il n'y a ni peur, ni honte, ni désertion, ni cimetière, ni deuil. C'est une guerre, sans conscience, sans limite. C'est une simple affaire de dollars. C'est celui qui aura le plus de dollars à mettre dans les robots tueurs qui gagnera la guerre demain. Je ne veux pas de ce monde-là pour mes enfants. Je vais amener un film terrible, horrible, justement, pour que la publicité, elle a ce moyen extraordinaire, en 30 secondes, de vous faire réfléchir à la connerie des hommes. Dur, hein? C'est dur. Mais on ne va pas finir sur cette note infâme. On va finir sur une note d'espoir. Qu'est-ce qui nous différencie des robots? C'est que les robots ne pensent pas, les robots n'aiment pas, il leur manque la passion. Que serait la vie sans passion? Que serait la création sans passion? C'est le seul message que je voudrais livrer avant tout aux jeunes en charge du monde d'après. Moi, la seule chose dont je suis fier, ce n'est pas mes 1500 campagnes, ce n'est pas les millions de kilomètres que j'ai pu faire à travers le monde pour créer des agences, ce n'est pas les 30 livres que j'ai pu écrire, ce n'est pas les 20 campagnes présidentielles, 4 en France et 16 un peu partout dans le monde, dont je suis fier. Moi, je ne suis fier que d'une seule chose, c'est de l'amour. Moi, j'ai 5 enfants de la même femme. Je suis le seul publicitaire à avoir 5 enfants de la même femme. Ils ont 5 enfants avec 5 femmes. Bon. Et j'ai beaucoup de chance, parce que j'ai trouvé justement la passion. J'ai trouvé la femme de ma vie il y a 40 ans. Et en 40 ans, on ne s'est jamais disputé. Jamais tourné le dos dans un lit, jamais disputé. C'est un miracle. Je ne fais rien pour ça, elle ne fait rien pour ça. C'est une espèce d'entente parfaite. C'est la bénédiction d'une vie. Je remercierai Dieu à tout jamais pour ce cadeau. Et tous les matins, quand je me réveille, et encore ce matin, ma femme me dit « Mon chéri, je t'aime, tu es beau. » Tu es beau? Qu'est-ce qui s'est passé? Cahuzac est passé dans la nuit, il m'a planté des cheveux. Je me précipite devant mon miroir, je vois ma sale gueule de vieillard décati, et je dis « Ta femme t'aime, puisque l'amour est aveugle. » Et je pars retrouver ma maîtresse. Et ma maîtresse, c'est vous. Ma maîtresse, c'est la pub. Mais qu'est-ce que je fous à faire 3h30 de train aujourd'hui, 3h30 de train demain, pour venir parler, si ce n'est pour essayer de vacciner les quelques jeunes qu'on va vacciner dans cette pièce, qui vont y croire, qui vont continuer le chemin, qui vont mettre la passion
avant tout, qui vont comprendre que tech sans affect n'est que ruine de l'âme, que tech sans idée n'est que ruine de la publicité. Donc, c'est ce message-là qui compte avant tout. Et je finirai d'un film qui résume le slogan de ma vie. L'argent n'a pas d'idées, seules les idées font de l'argent. Je suis arrivé il y a une dizaine d'années dans mon agence de Sao Paulo et les créatifs m'ont dit c'est sympa que tu sois là parce que demain on a une présentation, tu vas venir nous aider à vendre la campagne. Je dis écoutez, montrez-moi ce que vous avez. C'est nul les enfants, moi, je ne présente pas ça à un client, c'est complètement nul. Bon, il nous reste 12 heures, on va changer de campagne. Et en plus, c'est pas facile au Brésil parce qu'au Brésil, il faut arriver avec des films prémontés. Les images ne suffisent pas. Mais ils sont très équipés, les agents sont très équipés, il y a des studios, il y a des réalisateurs, il y a tout ce qu'il faut. Et donc, je me suis mis à l'œuvre et le film, avec une jeune directrice de création, qui elle a fait la voix. Moi, j'ai écrit les textes, elle a fait la voix off. Le film a coûté $0. On l'envoie. Je finis d'un mot. La publicité, vous l'avez compris, c'est la passion. Et cette passion vous permettra d'avoir ce qui est la publicité, l'idée. Sans idée, il n'y a pas de publicité. Il peut y avoir toutes les technologies du monde, tous les GAFA du monde, tous les nouveaux médias du monde. S'il n'y a pas une idée pour les faire marcher, ça ne marchera pas. Donc, si je peux faire un vœu, c'est que vous ayez tous une idée. Si vous n'avez pas d'idée, changez de métier ou allez chez Publicis. Merci beaucoup. Je vous sers un verre d'eau, peut-être, non? Alors. Un petit verre ou pas? Non, non, ça va, ça va. Rien du tout. Bon. Je vais peut-être commencer par vous poser une question, puis après on laissera la parole à la salle. Donc peut-être que vous avez quand même beaucoup appelé les étudiantes et les étudiants dans cet amphithéâtre. Donc finalement, en termes de conseils pédagogiques, ou même pour les futurs chercheurs qui travaillent dans la créativité, lequel de conseils à ces étudiants pour qu'ils deviennent plus créatifs? Parce que quand même, vous avez commencé par dire que globalement, les études, ce n'était pas votre fort, et pourtant, c'est des étudiants dans la salle. Donc, Non, mais le mot-clé, c'est le courage. Il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage de choisir son métier. Moi, j'ai eu la grande chance, je n'étais pas fait pour être pharmacien, même si j'étais docteur en pharmacie. J'ai eu la grande chance de faire le premier tour du monde d'une voiture française en 2 chevaux, qui m'a ouvert les portes de Paris Match. Donc je me suis retrouvé journaliste à Paris Match, je n'avais jamais écrit un papier, je ne savais pas ce que c'était. Puis de là à François, et j'ai eu l'incroyable chance que le patron de François, Pierre Lazarev, qui était le plus grand journaliste français, à 30 ans, m'invite à déjeuner pour me dire comment tu veux orienter ta carrière. Ben, je lui dis, écoute, moi, je ne veux pas rester dans le journalisme parce que je veux créer mon propre groupe pour justement venir t'attaquer. Il m'a dit, tu te trompes, ce n'est pas dans la presse que l'on peut réussir. François va mourir. Il m'a dit ça il y a 50 ans. François va mourir. Et il est mort. Va dans la publicité, regarde Bleustein Blanchet, il est 10 fois moins malin que moi et 10 fois plus riche. Et je l'ai écouté et je suis parti dans la publicité. Donc il faut avoir le courage. Il y a ma mère qui m'a sauvé de l'humiliation de ce pourri de l'éducation nationale. Donc il faut saisir les ouvertures quand il y en a. Finalement, la pub, c'est un match de rugby. Voilà. Et il faut, quand on a le ballon entre les mains, il faut arriver et quoi qu'il arrive, plonger entre les 2 poteaux. C'est pour ça que je n'aime pas le foot, parce que le foot, c'est un jeu qui se joue avec la tête, avec les jambes, quelquefois avec la tête, mais toujours avec l'extérieur de la tête. Il n'y a pas cette espèce de côté charnel
que la publicité a, ce peut-être charnel de prendre dans ses bras une marque et d'aller marquer l'essai avec elle. Merci. Donc, on va essayer de prendre quelques questions. Je crois qu'il y a un micro qui tourne dans la salle. Parce qu'on ne voit pas grand-chose, là. C'est pas évident, là, quand même. Hein. Bonsoir. Alors, attendez, est-ce que vous pouvez vous lever? Parce qu'on voit Où elle est, où elle est? Là. Juste derrière le staff qui s'occupe des images. Là-bas? Ici, Ah, ça y est. en Voilà. bleu, Plein dans le avec spot, une là, écharpe. donc, Vous l'avez vu, c'est bon? Alors, ta question. Bonsoir. J'ai Bonsoir. l'honneur de poser cette première question et en général, je suis dans les premières à lever la main après une conférence parce que je suis du style à toujours remettre en question ce qu'on vient de me dire, à chercher plus loin et avoir cette curiosité. Alors ça fait bizarre de me voir à l'écran là tout de suite, mais c'est ce qui m'a un petit peu interpellée à un moment, c'est vous avez dit on attend des États qui régulent les GAFA, qui régulent l'information. Ma question, c'est de savoir pourquoi est-ce que c'est aux États de réguler? Pourquoi est-ce qu'on va cantonner l'information? Même si on est bien d'accord, il y a plein de fausses informations qui circulent. Et il y a de ça maintenant 2 ou 3 ans, j'ai traduit un article qui s'intitulait « Fighting fake news with more news ». Et cet article, il était génial parce que c'était vraiment une idée qui germait au sein de l'ONU dans les différents groupes de discussion qui disait on ne va pas s'amuser à cantonner l'information, on n'en est pas capable. Technologiquement, ça ne sert à rien. Et au final, ce qui va se passer, c'est que c'est ceux qui auront le pouvoir qui régleront l'information. Et ça m'a interpellée quand vous avez dit on attend du rédacteur en chef qu'il soit responsable de son information, qu'il puisse aller devant un tribunal, répondre de cet acte, aller en prison parce qu'il leur a dit une information qui sera jugée comme fausse. Sauf que qui est le juge de la vraie ou de la fausse information? Moi, ça, c'est ma question, et j'ai envie de suggérer une réponse là-dessus, parce que c'est un peu plus mon opinion là-dessus. Très bien, fais la question et la réponse, comme ça. Non, c'est pas pour faire la question et la réponse, mais c'est peut-être pour avoir votre avis là-dessus. C'est que, quid de l'éducation au sens critique, et à remettre en question ce qu'on vient de nous dire. C'est peut-être pas à nous de réguler l'information qu'on lit, à nous d'être juges de l'information qu'on lit. Oui, c'est pas à nous de réguler l'information, mais c'est à nous d'exiger des gens qui nous gouvernent de la réguler pour nous. Imagine un monde qui ne serait fait que de fake news. Mais comment on vit? On ne sait même plus ce qui se passe dans le monde, tout est faux, rien n'existe. Je l'ai dit, c'est la démocratie qui est en péril. On ne peut pas accepter les fake news. C'est très facile. Il suffit d'avoir des algorithmes qui nettoient les fake news. On voit bien les mots qui sont dangereux, les mots qui se reproduisent, etc. Ça existe d'ailleurs. C'est parce qu'ils ne veulent pas dépenser d'argent là-dessus que les GAFA ne le font pas. Ils commencent quand même à le faire. Ils commencent à le faire parce que, comme je te le disais, il y a quand même une amende sur Google de 8 milliards de dollars. Hein, c'est 2 années d'amende qui se sont confondues. 8 milliards de dollars. Ça veut dire que même s'ils sont très riches, ne peuvent pas se permettre d'avoir 10 milliards, 20 milliards de dollars d'amende chaque année. Donc, ils vont s'y mettre. Et le fait que la future concurrente de Trump à l'élection américaine, j'espère que c'est elle qui sera choisie, ait mis ça en tête de son projet, prouve bien que nos gouvernants ont compris qu'il fallait réguler ce monstre pour garder tout ce qu'il fait de bien et supprimer ce qui fait de mal. J'ai pris l'exemple de la voiture en commençant. C'est tout à fait ça. Hein, oui, la voiture tue, mais les gouvernements ont tout fait pour qu'elle tue le moins possible. Il y aura toujours des fake news, mais on ne peut pas laisser 50% des news devenir des fake news. Une autre question? Ici en haut, derrière la lumière. Ici, un peu plus à gauche. À gauche. Ah. En plus, on voit la personne après ici. Je crois que pour nous, ce sera plus facile à voir. Je suis tout en haut, en fait. Est-ce que vous pouvez montrer la personne? Oui, là, puis ici, la mettre ici aussi. Je vois, elle est là. Ouais. Voilà. Je suis là. Bon, tout d'abord, merci pour cette belle inspiration, plus qu'une présentation. Moi, autant que Brésilien, et après avoir vécu toutes ces histoires des faux nouvelles
et l'arrivée de nouveau président au Brésil. Je suis quand même choqué, mais je vais profiter de cette occasion pour poser une question un peu différente à une personne expérimentée et tout. C'est quoi la vie pour vous? Je suis sûr, je n'entends plus. C'est quoi la vie pour vous? C'est l'amour, hein, je te l'ai dit. Bon, la vie, d'abord, il faut l'aimer. On n'en a qu'une. C'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Donc, il ne faut pas l'exposer bêtement. Et il faut essayer d'avoir une vie saine si tu veux qu'elle soit longue. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, plus la vie avance, et plus tu peux la faire belle et la faire heureuse. Parce qu'arrive un moment où tu es dégagé des problèmes matériels et où il y a autre chose dans la vie que l'argent ou que la réussite. Et ça s'appelle la sagesse. Et ça, il y en a qui arrivent à l'avoir jeune, mais la majorité des gens, moi, il m'a fallu 80 ans. J'espère que les autres, ça ira plus vite. La vie, c'est d'aimer et d'avoir la chance de trouver la femme de sa vie. C'est ensuite d'aimer son boulot, comme on aime sa femme. Je l'ai dit, hein, je quitte ma femme pour retrouver ma maîtresse. Et c'est d'être très honnête avec soi-même. Moi, j'ai une grande chance, je n'ai de complexe ni de supériorité, je ne me prends pas du tout pour le plus grand publicitaire de France ou de Navarre, etc. Je pense que je suis un publicitaire comme les autres, qui a eu simplement la chance d'être celui qui a plus parlé que les autres, qui a plus écrit que les autres. C'est pour ça que les gens me connaissent, mais il y en a tellement plus talentueux qui n'ont pas écrit de livres et qui ont fait des campagnes meilleures que les miennes. Mais je n'ai pas de complexe d'infériorité non plus. Je dis, ben voilà, je suis ce que je suis, je ne vais pas me dégonfler, je vais avancer dans la vie et je vais essayer d'avoir des idées nouvelles en permanence et de me battre contre ça. Donc, la vie, c'est très simple. Plus tu l'aimes, plus elle t'aimera. Plus tu la détesteras, plus elle te détestera. Et je pense peut-être que ce qu'il voulait dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent au travail en termes de rapport de pouvoir, compétition, burn-out. Et donc vous avez 85 ans, vous êtes en pleine forme. Donc finalement, comment vous avez fait pour survivre? Parce qu'on pourrait dire que la compétition est de plus en plus sévère dans les agences. Moi, j'ai une chance énorme, c'est d'arriver au moment des années pub. La pub n'existait pas. Et moi, j'avais été formé par les plus grands professeurs du monde, puisque c'est Roger Théron, le patron de Match, qui m'avait appris le choc des photos. C'est Pierre Lazareff, le patron de François, qui m'avait appris le poids des mots. Et Delpire, qui m'avait appris le mélange des deux, la mise en scène, la mise en forme des deux. Donc, j'avais été formé par la presse à la pub qui n'existait pas à l'époque. Le mot marketing n'existait même pas quand j'ai démarré. Je ne savais pas ce que c'était. Puis c'est venu après une vague d'Amérique, etc. Mais j'ai apporté à ce métier, la publicité, tout ce que m'avait appris la presse et l'aventure, puisque 2 ans de ma vie ont été consacrés à l'aventure. Mais moi, j'ai une règle de vie simple. Il faut d'abord aimer son corps. Donc, il faut... Vous avez perdu votre écharpe. Bon. Donc, il faut avoir une nourriture, une alimentation saine, il faut avoir une vie hygiénique, il faut dormir 7 heures par nuit et mieux 8 heures par nuit, il faut se coucher à heure régulière, il faut faire du sport. Moi, je fais 2 fois par semaine 1000 abdos et 100 pompes. Et après, il faut avoir la passion de continuer et essayer de partager cette passion. C'est dans le partage que l'on trouve le bonheur d'exister. Ce n'est pas en restant seul, refermé sur soi-même. Donc c'est à la fois des règles physiques, d'hygiénique, à la fois des règles morales, où au contraire là, il faut n'avoir aucune hygiène, il faut être prêt à tous les risques, prêt à toutes les inventions, prêt à toutes les folies. Ce sera notre dernière question. Bonjour. Je vois un monsieur là-haut, tout droit, sans micro. Il y a un monsieur là-bas là. Alors après. Bonjour, oui. Moi je suis sur votre droite, au niveau des escaliers, par ici. Oui. Je ne suis pas du monde de la communication et de la publicité, mais il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup quand vous avez autant de pouvoir et d'influence à travers les médias.
Est-ce que parfois se pose la question du choix du produit que vous allez mettre en avant? Par exemple, tout à l'heure, vous parliez aussi de cette vérité que vous deviez transmettre à travers la publicité. Est-ce que si on parle de fast-food comme d'une bonne alimentation ou d'autres produits, peut-être, je ne sais pas, la manière dont on enrobe certains produits, comment un publicitaire qui a des valeurs humaines, est-ce qu'il se retrouve confronté à un choix un peu cornélien ou comment il aborde ça? Ça m'intrigue beaucoup. Mais longtemps, la publicité a été de la réclame, c'est-à-dire qu'elle vendait tout et n'importe quoi. Moi, je me suis appliqué, dès les années 60, quand j'ai commencé, je me suis appliqué à essayer de rendre la publicité saine. D'abord, je n'ai communiqué que pour les produits que j'aimais. C'est pour ça que, je vous l'ai dit, 50 ans après, je suis toujours le publicitaire de Citroën, je suis toujours le publicitaire de Lacoste, je suis toujours le publicitaire d'Air France, je suis toujours le publicitaire de Louis Vuitton, etc. Donc il faut avoir une espèce d'amour partagé pour les produits que l'on défend, sinon on ne peut pas y arriver. Si c'est plaqué, si c'est... bon. Deuxièmement, il faut faire très attention dans les campagnes politiques, puisque moi j'ai fait 20 campagnes politiques, de ne faire des campagnes politiques que de gens qui soient sincères et que de gens qui soient parfaitement démocrates. Le nombre de campagnes que j'ai refusées en Afrique et ailleurs, je me souviens de, comment il s'appelait le tyran libyen, Kadhafi. Kadhafi m'a envoyé son ambassadeur en France pour me proposer de prendre son image pendant 10 ans. Et j'avais un contrat de 10 ans d'1 million d'euros par an, et à double faute payée en Suisse. Je lui ai écrit une lettre la plus polie possible pour lui dire qu'il se trompait complètement et que ce n'était pas comme ça, qu'il allait trouver un publicitaire parce que je ne pouvais pas défendre une cause qui n'était pas une cause que j'approuvais, ni défendre un homme qui n'était pas un homme pour moi respectable. Donc il faut avoir une vraie éthique, et plus on va dans la publicité politique, plus il faut d'éthique. Et la publicité, elle peut être saine. Elle n'a pas de raison de mentir. Parce que le consommateur est plus malin que le publicitaire. Si vous mentez, il s'aperçoit tout de suite, vous dites qu'une lessive lave plus blanc. Si elle lave plus noir, non seulement le consommateur ne rachète plus la lessive, mais le publicitaire est viré parce qu'il ne sait plus la vendre. Donc, il y a un besoin de vérité dans tous les métiers, et peut-être dans la publicité plus qu'ailleurs. Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là. Mais avant de vous applaudir, j'aimerais inviter Patrick Lévy, notre président de l'université, qui est arrivé Monsieur en retard. le Président. Donc voilà, donc viens Patrick, si tu veux. Allez, moi je me mets à la place du président pour l'écouter. Voilà, je finis président. Surtout qu'en introduction, j'ai parlé de l'université intégrée, qui va être aussi un enjeu important en termes de réputation, de communication, d'image, etc. Donc par rapport à tout ce que tu as entendu, peut-être ce que peut amener la communication dans cette aventure de la future université intégrée. Alors, j'étais absolument pas préparé à dire quoi que ce soit, mais comme je vous ai écouté, alors pas tout à fait complètement, parce que malheureusement j'ai été retenu par une de ces multiples réunions, mais peu importe. Moi, ce que je retiens finalement dans ce que vous dites, c'est peut-être le désir, au fond. Si j'écoute ce que vous dites, c'est finalement ce que vous avez le mieux retranscrit, c'est-à-dire votre capacité à désirer faire quelque chose et à le faire. Et d'une certaine façon, toutes les constructions universitaires, elles ont des côtés extrêmement laborieux d'une certaine façon, parce qu'elles essayent de faire le mieux possible avec des difficultés d'organisation, mais finalement, la seule chose qui est vraiment intéressante et que je retiens, c'est que si on a vraiment eu envie de faire ça collectivement et qu'on a été capable de le faire, peut-être qu'on arrivera à en parler le mieux possible. C'est tout ce que j'ai envie de dire finalement. Merci beaucoup. Je pense que... Je vous rends votre siège. Je pense qu'on peut applaudir Bon, ben, Jacques Séguéla. On va avoir un temps maintenant de dédicace.